Salut les managers de temps moderne. Vous savez déjà, j'en suis sûr, si vous avez vu ma précédente vidéo, que la confiance est d'abord une histoire d'institution. Encore faut-il que ces institutions fonctionnent bien. Et ceux qui s'intéressent aux échanges inter-entreprises savent à quel point nous en sommes bien loin. Et ce, dès les premiers instants de la collaboration entre prestataires et clients. C'est le vaste problème de l'établissement des relations contractuelles qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment lors de la grande réforme de modernisation du Code civil en 2016, car signer un contrat dans le monde d'aujourd'hui est de plus en plus problématique, alors même que les relations d'affaires se multiplient et que les sujets juridiques se complexifient. Et ce problème de la contractualisation est un des principaux freins à l'agilité des entreprises, en particulier les plus grandes, mais il constitue aussi du coup un immense réservoir de création de valeur collective pour notre pays. Allez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, en réinventant totalement nos relations juridiques, n'importe quel collaborateur de votre entreprise, qu'il soit cadre, salarié ou non, pourra demain signer les yeux fermés des contrats avec ses partenaires. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et après mes études à l'école polytechnique et une première expérience au ministère de l'équipement, j'ai créé il y a 20 ans une des premières solutions de gestion de campagne marketing par email en France. En 2010, j'ai rejoint l'entreprise familiale pour accompagner les directions financières dans le secteur du transport et depuis 2014, je développe une solution destinée à simplifier les échanges entre entreprises et entrepreneurs. Bref, cela fait plus de 20 ans que je suis passionné par l'impact de l'innovation sur la gestion des entreprises. Et avec la crise historique du coronavirus, j'ai pris conscience que les entreprises ne pouvaient plus continuer à fonctionner comme avant. Nous partageons tous le même constat de défaillance générale des grandes organisations, mais nous avons trop longtemps accepté de nous y résigner. J'ai donc décidé de créer la première chaîne YouTube dédiée à la transformation des entreprises françaises parce que ça ne pouvait plus durer. N'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes futures publications. Allez, au boulot. Pour comprendre pourquoi il est toujours si compliqué et pénible pour votre entreprise de signer des contrats, il faut revenir aux fondamentaux. Et en matière de contrat, cela signifie sortir notre petit livre rouge hérité de l'époque napoléonienne, j'ai nommé le Code civil. Commençons donc par son article 1101 que je vous lis. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Et dès ce premier article, tout se corse lorsqu'on est une grande entreprise pouvant être constituée de milliers de collaborateurs. Comment en effet s'assurer que les collaborateurs qui contractent, formellement ou non, respectent bien cette volonté de l'entreprise, si tant est qu'on puisse même saisir vraiment ce que ce concept de volonté signifie vraiment. Car si vous avez vu ma vidéo sur la bureaucratie, vous savez déjà qu'un représentant, disons moi par exemple, n'agit souvent qu'imparfaitement en accord avec la volonté de son représenté. Et on va prendre mon perroquet dans cet exemple, c'est le fameux dilemme de l'agent. Mais cela ne s'arrête pas là. L'article 1156 du Code civil stipule en effet que les actes des représentants peuvent engager le représenté même sans son accord lorsque le tiers contractant pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs du représentant. Alors, bien sûr, la jurisprudence a progressivement encadré les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Mais un flou artistique continue à entourer les relations entre représentants et représentés. Et si, en théorie, le seul consentement des parties suffit à la formation du contrat, ce que les juristes appellent le consensualisme, en pratique, les entreprises font souvent reposer la validité de leur contrat sur le respect d'un formalisme plus ou moins lourd. Mais cela ne s'arrête pas là. Continuons donc notre lecture du Code civil en son article 1102. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat
dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. À cette fameuse liberté contractuelle et cette non moins fameuse référence à l'ordre public qui pose, là encore, de gros problèmes à nos grandes entreprises. Car c'est bien parce que le contenu et la forme du contrat peuvent être librement déterminés par les co-contractants que le contrat doit être revu de façon plus ou moins approfondie par des équipes spécialisées. Et ne pensez pas qu'une grande entreprise peut s'en tirer en imposant à ses plus petits fournisseurs ses propres conditions. Cela contreviendrait au principe d'équilibre contractuel, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Quant à la référence à l'ordre public, elle impose que les co-contractants soient parfaitement informés des obligations légales qui pèsent sur eux, ce qui, là aussi, nécessite une expertise juridique et n'est donc pas à la portée de n'importe quel collaborateur de l'entreprise. D'ailleurs, avec l'article 1103, les choses ne s'arrangent pas. Je cite : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Là, on rentre dans le dur. Imaginez une grande entreprise, un fleuron du CAC 40, un empire mondial, des tours à la défense. Bref, imaginez que cette grande entreprise accepte de se voir imposer des lois par des startups, des TPE, voire même horreur, des freelances. C'est toute la question de la force des obligations contractuelles que votre entreprise va donc évidemment tenter de contrôler. Ce qui va donc nécessiter aussi l'implication de ces services juridiques toujours plus débordés. Ces 3 premiers articles suffisent pour comprendre pourquoi la contractualisation entre les entreprises c'est compliqué et pourquoi les services juridiques sont obligés de se concentrer sur les dossiers critiques ou urgents et sont tout simplement incapables de revoir dans des délais raisonnables des contrats dont les montants sont inférieurs à 100 000 €, voire souvent bien plus. Alors même que pour une TPE, un freelance, une start-up, ce montant est évidemment bien significatif. Alors, pour pallier ce manque d'agilité juridique, les grandes entreprises passent parfois par des solutions comme le portage de fournisseurs ou des centrales d'achat. Mais ces solutions, ou plutôt rustines, ne font que déporter le problème tout en dénaturant la relation juridique, mais surtout commerciale. Souvent même, et ce n'est un secret pour personne, prestataires et clients entament leur collaboration avant même qu'un contrat soit effectivement signé. Et là, c'est le comble. À force de trop vouloir sécuriser et optimiser la position juridique de votre entreprise, celle-ci se retrouve dans une position totalement non contrôlée. Mais, et ce n'est là non plus un secret pour personne, le contexte économique a fortement changé depuis 10 ans. Toujours plus de volatilité et d'incertitude. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Choc contre choc spaghetti. Un rapport de force client-fournisseur de moins en moins favorable. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo Alors le client est roi. Les attentes des consommateurs et des clients finaux qui n'en finissent pas de se complexifier et qui nécessitent de mobiliser toujours plus de compétences et toujours plus d'expertise. Et enfin, un contexte réglementaire qui là aussi se complexifie. Bref, le business des années 2020 est loin de ressembler à celui des années 2000 ou même 2010. Et alors même que le développement de votre entreprise passe de plus en plus par sa capacité à mobiliser la myriade d'offres et de talents à sa disposition, elle se heurte de plus en plus au goulet d'étranglement de la contractualisation. En fait, quand on y pense, il n'est pas si étonnant que la contractualisation soit compliquée puisque personne ne s'est vraiment appliqué à la simplifier. Tous ceux qui ont déjà lu ou rédigé des contrats savent à quel point ce processus est long et pénible avec des allers-retours permanents et des modifications plus ou moins pertinentes. Pourtant, la fonction juridique a identifié très tôt que l'innovation technologique pourrait lui permettre d'améliorer sa productivité. Dès les années 50, en effet, les avocats et les juristes s'emparent du dictaphone pour dicter leurs plaidoiries et leurs commentaires à leurs secrétaires. Dans les années 70 apparaissent les premiers terminaux de consultation de bases de données juridiques, ainsi que les premiers ordinateurs spécialisés pour le traitement de texte. Mais c'est surtout le développement de la micro-informatique porté par Microsoft et le développement de son fameux logiciel de traitement de texte Word
puis le développement de l'email, qui vont en quelques décennies profondément transformer le travail des juristes, en permettant, entre autres, le suivi des modifications apportées à un document, ceci étant particulièrement utile pour élaborer des structures contractuelles complexes. Mais toutes ces innovations se sont essentiellement concentrées sur l'amélioration de la productivité de la fonction juridique, sans fondamentalement changer notre pratique contractuelle. Et malgré le développement plus récent de la signature électronique ou l'émergence de nouveaux concepts tels que le visual contract ou le legal design, nous contractualisons globalement de la même manière qu'il y a un siècle. Alors bien sûr, on peut comprendre un certain conservatisme des acteurs du droit visant à préserver, par-delà les évolutions techniques, la forme du contrat, véritable loi des parties. Mais face aux évolutions de la société, marquées par des interactions entre entreprises toujours plus nombreuses et complexes, réinventer la contractualisation semble aujourd'hui inévitable. Alors, comment faire pour fluidifier et faciliter cette contractualisation si critique pour le développement de votre entreprise? Comme souvent, lorsqu'un problème semble insoluble, la solution réside d'abord dans un changement de perspective. La clé, c'est de penser la contractualisation dans votre entreprise comme un facteur structurant sa capacité à créer la confiance non seulement avec ses partenaires, mais aussi en son sein. De la même manière qu'avant de savoir parler, nous comprenons intuitivement le fonctionnement de notre environnement, votre entreprise doit d'abord s'appuyer sur la création d'un espace de confiance juridique plutôt que sur la mobilisation d'une expertise juridique toujours plus rare et chère. Il s'agit en fait plus globalement de prendre conscience que c'est la confiance et non la connaissance qui est au cœur de notre rapport au monde. Lorsque nous naissons, avant même de savoir parler et penser, nous entrons dans un rapport de confiance avec le monde et nous nous attendons intuitivement à ce qu'il se comporte d'une certaine manière sans même être capable de le formuler. Cette idée forte, on la doit à Marco Ognadi, un philosophe des temps modernes, qui tire dans le champ philosophique, selon moi, toutes les leçons de nos connaissances du fonctionnement des systèmes complexes. Et même si cela peut sembler un peu abstrait, voire même difficile à accepter pour des juristes, justement habitués à rationaliser, si vous aussi, vous pensez que pour agir et transformer l'entreprise, il est temps de privilégier la confiance plutôt que la connaissance, n'hésitez pas à partager dès maintenant cette vidéo. Alors, j'entends d'ici les plus sceptiques, je les connais bien à présent, me rétorquer. Bon, c'est très bien cette histoire de confiance, mais comment cela va-t-il aider concrètement à fluidifier notre contractualisation? Eh bien, une fois que votre entreprise aura pris conscience que sa performance repose d'abord sur sa capacité à contractualiser rapidement et à grande échelle, vous réaliserez que c'est la forme même du contrat qui doit être réinventée. Bien sûr, il existe déjà des solutions permettant de faciliter la collaboration des différentes parties prenantes autour de la rédaction d'un contrat. Les clausiers électroniques, les modèles de contrat, les solutions de signature électronique. Mais aucune de ces solutions ne permet d'envisager que tous vos collaborateurs pourront demain signer les yeux fermés des contrats avec leur contrepartie. Car un contrat, c'est à la fois un objet juridique fortement structuré avec par exemple des termes définis, des clauses incontournables, mais c'est aussi un objet vivant devant pouvoir être modifié par les deux parties au cours de la vie contractuelle. Il y a 30 ans, dans les années 90, le grand spécialiste de techniques contractuelles, Jean-Marc Mousseron, évoquait déjà l'idée, je cite, que le contrat se rapproche d'une sorte de programme librement négocié et convenu par les parties et qui, demain, avec tout autant de précision que d'autorité, indiquera à chacun des partenaires ce qu'il doit faire lui-même et attendre de l'autre. Car au fond, les contrats ne sont pas très différents des programmes informatiques. Ce sont tous les deux des documents fortement structurés, ayant vocation à agir sur le réel et faisant référence à des contenus externes, le code civil ou la jurisprudence pour les contrats,
et puis des librairies ou des modules externes pour les programmes. En fait, quand on s'intéresse à ce sujet de plus près, on se rend compte que toutes les évolutions informatiques modernes ont vocation à être transportées dans le domaine juridique. Gestion des dépendances, gestion des versions, modularisation, tous ces concepts informatiques trouvent naturellement leur pendant juridique. Mais cela nécessite inévitablement de revoir le format même sous lequel est enregistré le document formalisant le contrat, quel que soit notre attachement sentimental au logiciel Word de Microsoft. Au-delà de cette question de format, c'est en fait toute l'expérience utilisateur de la contractualisation qui doit être réinventée. Car de la même manière que lorsqu'un système met trop longtemps à répondre, cela entraîne une perte de confiance de l'utilisateur et un risque de perte de cohérence, quand contractualiser est lourd et compliqué, l'ensemble des parties prenantes, internes comme externes, perdent cette confiance qui nous est si chère. Et cela nécessite donc de concevoir une expérience utilisateur de la contractualisation dans l'objectif non pas de simplifier la rédaction du contrat par les juristes, mais au contraire de couvrir l'ensemble de la vie contractuelle pour l'ensemble des parties prenantes, des négociations précontractuelles à la conclusion du contrat jusqu'au suivi de l'exécution. Ce qui suppose, en passant, que ce système soit parfaitement intégré avec un système de gestion des dépenses conçu pour rattacher les éléments de facturation avec les éléments contractuellement agréés. Alors évidemment, se pose la question de comment faire adopter ce type de technologie par vos contreparties. C'est sûr que vos plus grands fournisseurs auront, comme vous, du mal à changer leurs habitudes juridiques. Mais ça tombe bien, il y a tout autour de vous des myriades de TPE, PME, start-up, freelance qui ne demandent qu'une seule chose, contribuer au développement de votre entreprise à un moment où elle a justement de plus en plus de mal à déployer ses projets de transformation. Et pour ces entreprises, ça n'est souvent pas un problème de s'adapter à cette nouvelle approche de la contractualisation, surtout si ça peut leur éviter de subir les lourdeurs et l'inertie de votre organisation actuelle. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'imposer à vos co-contractants les tristement célèbres conditions générales d'achat. Il s'agit simplement de répondre aux impératifs de sécurité juridique des deux parties d'une façon qui ne pénalise pas le déroulement de la collaboration entre elles. Ça vous fait peur ? C'est normal. On a souvent peur face à l'inconnu, mais on se rend compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova, afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans la prise en main de cet espace de confiance. Alors, si vous partagez ce constat, je serai évidemment ravi d'en discuter avec vous et de contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.